L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro des Mardis de la Santé organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire l'UNIM, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, sur le plateau de Medscore ce soir, nous allons parler des sociétés savantes et en particulier de la façon dont elles influencent la recherche scientifique. Alors, nous avons souvent accueilli sur ce plateau des professionnels de santé, surtout chirurgiens et médecins, impliqués dans des sociétés savantes, sans jamais vraiment prendre le temps de réfléchir sur ce qu'elles sont, ce qu'elles font et à quoi elles servent. C'est donc le moment de le faire et nous avons décidé de consacrer un plateau à ce sujet pour bien comprendre. On commencera donc par définir ce terme qui peut sembler un petit peu érudit, voire désuet, peut-être même un peu pompeux, à connotation franco-maçonnique, quand je pense bien ce qu'on peut mettre derrière. Une fois qu'on aura bien compris leur utilité, la façon dont elles font progresser les connaissances à travers les publications, on verra comment grâce à la pluridisciplinarité, elles peuvent bénéficier à de nombreux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, avides d'innovation, mais qui ne sont pas forcément familiers avec ces sociétés savantes. Et enfin, nous parlerons de l'éthique, de l'impartialité de ces sociétés savantes et aussi des liens d'intérêt, voire de potentiels conflits d'intérêts. Voilà, c'est parti, c'est ce soir, c'est sur le plateau de Medscore et nous nous retrouvons avec nos invités. Donc à mes côtés sur le plateau, à ma droite, donc à votre gauche, le docteur Yves Tourné. Donc merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chirurgien orthopédique, spécialiste du pied et de la cheville à la clinique des Cèdres à Grenoble. Vous êtes président de l'Institut grenoblois du pied et de la cheville qui a été créé en 2018 avec un groupe de spécialistes. Et vous êtes ancien président de la Société française, bien sûr, du pied et de la cheville, puis de la Société européenne, EFAS, European Foot and Ankle Society, pendant 2 ans, 2018 et 2020. C'est ça. Voilà. À ma gauche, donc à votre droite, le docteur Éric Noël. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous êtes rhumatologue, médecin du sport au Centre orthopédique Santi à Lyon. Et vous êtes secrétaire général du GREP. Donc le GREP, ça veut dire Groupe rhumatologique français de l'épaule, qui est une section de la Société française de rhumatologie, qui elle est une société savante. C'est exact, j'ai tout bien compris ? Exact. Et avec nous, en visio ce soir, Flavio Bonnet, qui se décrit lui-même comme kiné de cœur et entrepreneur dans l'âme. On comprendra bientôt pourquoi. Donc vous avez effectivement une double casquette de kiné en libéral, 2 jours par semaine, et vous développez en parallèle 2 entreprises de formation continue pour les professionnels de santé, l'agence EBP, donc avec un petit jeu de mots sur lequel on reviendra puisque c'est pour Evidence Based Practice, et la clinique du coureur. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir et de répondre avec nos intervenants à toutes les questions que vous vous posez sur les sociétés savantes, nous accueillons Aude Penel qui représente notre partenaire l'UNIM sur le plateau. Donc tout d'abord Aude, qu'est-ce que l'UNIM et quel est son rôle dans l'accompagnement des professionnels de santé, en particulier des kinés ? Alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est organisée il y a de cela plus de 45 ans et qui est installée à Metz et qui s'est créée sous l'impulsion de professionnels de santé avec un double objectif, celui finalement de défendre les intérêts de la profession, mais également d'aller négocier pour vous des contrats spécifiquement adaptés en prévoyance, assurance emprunteur, complémentaire santé et garantie de l'exercice en groupe. Alors un petit cas pratique s'il vous plaît ?
Alors oui, un cas d'usage, on va prendre par exemple le cas d'usage de la prévoyance. Vous êtes en arrêt de travail, la Carpinco va verser des indemnités journalières ainsi que la sécurité sociale suite à la fameuse réforme de loi de financement de la sécurité sociale. Or, ces indemnités journalières sont rarement suffisantes pour vous permettre tout simplement de maintenir votre niveau de vie et également de financer les frais généraux de votre structure. Donc la prévoyance, elle va verser des indemnités journalières et à l'UNIM, elles sont totalement forfaitaires et sans délai d'attente et va vous permettre tout simplement de garder ce fameux niveau de vie qui est le vôtre quand vous êtes en activité. À savoir également qu'à l'UNIM, nous avons négocié la prise en charge des arrêts de travail lors de la maternité, en cas d'arrêt de travail, mais va prévoir également le versement d'une prime maternité pouvant aller jusqu'à 1 500 €, voilà, afin de compenser justement la perte de revenus suite à l'arrivée d'un enfant au foyer. Ensuite, en cas d'invalidité, votre régime obligatoire va intervenir, mais qu'à partir de 66%, ce qui est un taux d'invalidité extrêmement tardif. L'UNIM, à contrario, va compléter cette rente invalidité, mais en intervenant beaucoup plus tôt, puisqu'on a négocié avec notre assureur partenaire un taux d'invalidité des 10%, ce qui est vraiment le taux le plus bas du marché qui existe aujourd'hui. Et puis, en cas de décès, on va verser des capitaux aux conjoints, aux enfants, en fonction du bénéficiaire que vous aurez désigné, afin qu'ils puissent maintenir leur niveau de vie. Et vous avez possibilité de choisir également une rente conjoint pour maintenir le revenu du conjoint. Alors cette rente conjoint, en plus, elle a la particularité de ne pas s'éteindre au décès éventuel du conjoint, mais d'être réversible aux enfants à charge, si malheureusement ils devenaient orphelins, et une rente éducation qui a pour objectif pour eux de pouvoir financer des études supérieures. Et encore une exclusivité que l'association UNIM a pu négocier, c'est le doublement de cette rente éducation si les enfants se retrouvaient justement orphelins de leurs deux parents. Donc vraiment des prestations qui vont être, extrêmement conseillées dans le cadre d'un exercice libéral, mais avec la particularité d'avoir, négocié des contrats avec une qualité supérieure à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Et donc, tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. En fin d'émission, de quoi va-t-on parler ce soir ? Oui, alors ce soir, on va plutôt faire un focus sur l'assurance emprunteur. C'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On souscrit un emprunt et puis on prend souvent l'assurance que la banque nous a proposée. C'est souvent une assurance qu'on souscrit presque par obligation plutôt que par un acte volontaire. Or, cette assurance emprunteur, elle doit quand même faire l'objet d'une réflexion et une réflexion du fait de votre profession de kinésithérapeute. Vous avez besoin de vos mains, entre autres, mais de votre dos aussi. Et ces contrats d'assurance proposés par la banque, qui sont d'autre part de très bonne qualité, mais qui ne sont pas adaptés aux kinésithérapeutes. Et donc, moi, je vous invite sur cet atelier, justement, à venir l'écouter, à venir poser vos questions pour comprendre justement en quoi c'est important d'avoir un contrat d'assurance emprunteur pour protéger vos investissements à la fois privés et professionnels avec un contrat qui est réellement adapté à l'exercice de votre profession. Donc notre première partie, notre premier axe, une société savante, c'est quoi ? Alors, derrière cette appellation très érudite, en quoi consiste une société savante ? Quel est son rôle, son fonctionnement, son impact en termes d'avancée des connaissances scientifiques et d'évolution de la médecine ? Ce n'est bien sûr pas moi qui vais répondre, mais nos invités qui sont venus pour cela. Donc je vais m'adresser à vous, Dr Yves Tourné. Alors, tout au long de votre carrière, vous avez été impliqué au sein de sociétés savantes, tout à fait, au niveau national et européen. À quoi servent ces sociétés savantes et comment sont-elles constituées ? Alors je pense que d'abord il faut démystifier le mot société savante. Je pense que c'est une société scientifique avant tout. Alors moi je me suis occupé de la société française, puis de la société européenne. C'est surtout des lieux d'échange, d'expérience, de validation scientifique. Je crois que ça c'est fondamental. Et de validation de procédures. En chirurgie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de procédures, beaucoup de techniques chirurgicales. Et donc le but c'est d'arriver à déterminer des comportements et avoir des conduites à tenir. Mais on doit retrouver ça aussi en médecine, bien évidemment. C'est aussi un lieu de recherche indépendante, ça fera un peu le lien avec l'un de vos sujets, et c'est aussi
et c'est là où la société savante quitte son domaine de facilité, c'est que théoriquement la société savante doit quand même doit rester connectée avec les pouvoirs publics, parce qu'elle a quand même son mot à dire dans des décisions de l'HAE, dans des décisions des ARS, de la caisse primaire même. Donc voilà, donc ça après, et du Conseil bien sûr national de l'ordre des médecins. Donc les sociétés savantes ou scientifiques ont un rôle important dans ces eaux-là. Et après, pour les sociétés qui sont extranationales, on retrouve aussi la notion de formation et d'éducation d'autres pays, des pays qui sont sous-dotés en cycle de formation ou en université, et où la société savante européenne, américaine ou autre va avoir donc un rôle aussi de porter la bonne parole et de donner l'envie de développer les pratiques. Et plus la société est grosse, plus elle va être structurée en comités. Et ça aussi, c'est important, avec des comités notamment de recherche, des comités d'éducation. Et ça va être un élément intéressant d'échange, à la fois à l'intérieur d'un pays, mais aussi à l'intérieur d'un continent. Et il va y avoir aussi des échanges entre continents. Ça, moi, je parle pour la société européenne. Il va y avoir aussi des rôles de formation, où on reçoit régulièrement des fellows. Alors en France, on appelle ça des internes. En Europe, on appelle ça des fellows. Alors, fellows, c'est les camarades. C'est ça, c'est des jeunes qui sont en fin de formation et qui vont venir acquérir une formation complémentaire. Et donc ça aussi, c'est le rôle des sociétés savantes, en tout cas des membres qui s'intéressent à ça, ou des comités d'éducation pour justement permettre cette formation à l'étranger, et donc permettre à des jeunes, alors là c'est des jeunes chirurgiens, mais à un moment donné, il y a des discussions aussi à l'intérieur de nos congrès de sociétés savantes avec d'autres branches de la spécialité, les kinésithérapeutes bien évidemment, les podologues, et toutes ces pratiques-là, médicales et paramédicales, n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire progresser les connaissances, dans un but, c'est d'améliorer la qualité de soins de nos patients, parce que je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que le rôle d'une société savante, c'est in fine d'améliorer la qualité de vie des patients. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. On commence déjà à voir un petit peu plus clair sur ce qui se cache derrière l'appellation société savante. Juste pour ajouter mon petit grain de sel, donc l'élaboration de la liste des sociétés savantes en France a débuté dès le 19e siècle, et en 1845, une ordonnance royale a décidé qu'à dater de janvier 1846 sera publié un annuaire des sociétés savantes, scientifiques et littéraires du royaume. Alors, je ne vais pas détailler toute la page Wikipédia, mais c'est très instructif parce que du coup, je suis retournée la voir pour savoir un petit peu à quand remontait cette appellation. Alors, Éric Noël, on a dit que vous êtes cofondateur du GREP, qui est le groupe rhumatologique français de l'épaule. Donc, ce n'est pas une société savante en tant que telle, mais c'est une section de la Société française de rhumatologie. Comment ces structures s'articulent, quelle en est la hiérarchie et dans quelle finalité? Alors, les sociétés savantes, dont la Société française de rhumatologie fait partie, je trouve que c'est un terme un peu pompeux. De nos jours, ces sociétés savantes doivent servir de guide, et en particulier par rapport aux gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que ces sociétés savantes font des recommandations, de bonnes pratiques qu'on va pouvoir mettre en application. Et dans les congrès des sociétés savantes, dont le GREP est une entité qui fait partie de la Société française de rhumatologie, eh bien, on fait ce qu'on appelle de la formation continue. C'est-à-dire que, vous savez, dans notre spécialité, il y a beaucoup de sous-groupes. Et chaque sous-groupe va développer des choses, va prendre la parole, va s'organiser pour passer des messages. Et donc, le fait de faire de la formation continue, c'est pour attirer beaucoup de rhumatologues, on va dire, de ville, libéraux, pour venir écouter, entre guillemets, la bonne parole, mais qui devient de plus en plus pratique. Et en fait, notre groupe, donc le groupe rhumatologique français de l'épaule, on a voulu vraiment s'orienter sur une articulation qui est quand même très fréquemment présente dans les motifs de consultation en rhumatologie. Et je ne peux pas imaginer que, et c'est pareil je pense pour Yves Tourné, que un des points forts des sociétés savantes et de notre groupe, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire que si on ne se parle pas entre nous, si chacun fait les choses dans son coin, eh bien c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et donc il ne faut pas avoir peur de se parler entre les différents intervenants.
Et moi, je suis très, très friand de discussions avec les kinés, parce que nous, il y a des choses qu'ils font et qu'on n'aime pas, mais aussi, il faut qu'ils nous disent s'il y a des choses qu'on fait et qu'ils n'aiment pas. Et ça, si on ne parle pas entre nous, on n'y arrive pas. Donc, c'est le dialogue autour de recommandations, autour de publications scientifiques, entre les différentes parties. Et comme l'a dit Yves Tourné, la finalité de ça, c'est que chacun s'unisse pour arriver à apporter quelque chose à nos patients. C'est ça, en fait, le fin mot de l'histoire. Alors, merci beaucoup. Et la transition est parfaite parce que justement, nous allons donner la parole à un kiné, Flavio Bonnet. Et alors, Flavio, fait est quand même que les sociétés savantes sont plutôt méconnues, si je peux dire, des kinés, pour la grande majorité. Or, vous-même, vous avez été dans plusieurs sociétés savantes, donc ça veut dire que vous les connaissez, vous faites partie des rares qui au moins identifient bien ce que c'est qu'une société savante. Alors, quel intérêt, quel rôle, et pourquoi finalement les kinés ne sont pas familiers et voire ignorent même leur existence? C'est super. Déjà, je tenais à remercier Yves Tourné et Noël pour leur présentation parce que c'est particulièrement clair et synthétique. Je suis 100% d'accord avec vous sur la vulgarisation, la constitution aussi d'un corpus quelque part de littérature par les sociétés savantes pour être diffusée auprès des praticiens du quotidien, donc essayer de rassembler quelque part les experts scientifiques sur une thématique qui peut être plus ou moins précise, telle que l'épaule, ou plus large dans des sociétés un peu plus grosses qui vont regrouper différents groupes. Pour la kiné, c'est la Société française de physiothérapie qui fait office de ce chapeau un petit peu qui regroupe toutes les petites sociétés savantes sous-jacentes. Donc, comme vous le disiez très bien, Nathalie, moi j'ai été président donc, de l'association française Mackenzie en 2015, qui fédère, qui est considérée, on va dire un peu pompeusement, comme vous disiez, Dr Noël, un peu comme une société savante, en tout cas experte sur cette approche de traitement thérapeutique. On a produit des articles scientifiques, modestes certes, mais des études de cohorte quand même, une étude randomisée, donc qui ont pour but de créer de la connaissance qu'on va ensuite transmettre dans des congrès, dans des conférences grand public, en soirée plutôt, à destination des professionnels. Et l'idée, c'est ce transfert, ce knowledge transfer, comme on dit en anglais, ce transfert des connaissances qui va être essentiel pour les praticiens de ville et pour les patients. Et alors, pourquoi est-ce méconnu? Nathalie, très très bonne votre question. Je pense que c'est une question de moyens aussi. Il faut savoir que c'est tout le temps des structures associatives, donc généralement avec peu de moyens. Et je rebondis aussi, Yves, sur votre commentaire, qu'il faut rester proche des pouvoirs publics pour aller chercher les fonds essentiels. Et malheureusement, c'est très difficile, très chronophage. Et on n'est pas formé pour ça. Et puis le dernier point, Nathalie, c'est surtout que ces sociétés sont méconnues essentiellement parce qu'on manque de communication. La communication, ça prend du temps, il y a des nouveaux usages, des nouveaux canaux, et malheureusement, c'est pas toujours maîtrisé par ces sociétés qui peinent à se faire connaître, mais dont le rôle est essentiel. Bon, on va se donner pour mission peut-être de faire changer un petit peu les choses. Docteur Noël, ça vous faisait réagir? Oui, Flavio, donc j'ai bien écouté votre parole et je suis bien d'accord aussi avec vous. J'aime beaucoup votre façon de voir les choses. Alors, c'est pas du tout langue de bois, c'est parce que avant de venir ce soir, j'ai regardé un peu votre démarche et tout ce que vous faisiez, parce que il vous a googlisé. Dans la com, c'est vrai que vous êtes excellent et en fait, ça fait partie de votre quotidien et je trouve ça très important. Et j'avoue une chose, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire des études avec un versant kinésithérapie. Puisque la kiné, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal vis-à-vis de certaines sociétés savantes, c'est que la kiné, c'est un métier manuel, et par définition, le métier manuel, chacun a un petit peu son petit truc. Et le problème, c'est quand on a un petit truc, on n'a pas envie de le dire parce qu'on se dit ça marche, mais je ne vais pas le dire aux autres. Un chirurgien, c'est manuel aussi. Oui, mais je parle du kiné. Oui. Donc, c'est important et c'est peut-être pour ça qu'en disant, nous, on fait nos trucs comme ça, etc. Et on a peut-être moins besoin d'être dans des sociétés savantes parce que nous, ce qu'on fait, ce n'est pas de la science, c'est du terrain. Et en fait, je crois qu'il faut s'écarter de cette vision. Et c'est là où votre approche est intéressante et votre formation parce que ça permet d'unifier un petit peu
le message qu'on transmet. Absolument, et si je peux rebondir, c'est tout à fait juste. Et en fait, on a essayé justement, enfin, on est en train de réaliser exactement l'inverse, c'est-à-dire de tout mettre et de tout donner ce que l'on sait et de vulgariser au maximum la science pour diffuser au maximum. Il y a tous les canaux disponibles aujourd'hui, et donc notamment les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., de façon à diffuser cette parole. Et c'est tout à fait juste, hein, Dr. Noël, jusqu'à là, les kinés, et peut-être aussi un peu les médecins, je ne sais pas, dans une moindre mesure, on était très, voilà, on a nos techniques, on ne veut pas trop partager, on était un petit peu protecteurs, tout ça, mais je pense qu'il y a des chirurgiens qui ont leur petit truc aussi. Hein. Oui. Je ne sais pas là, docteur Tourné, mais Alors, et là, on est dans une démarche totalement inverse de démocratisation, divulgation au maximum pour changer les choses. alors, Je vous laisse réagir oui. et après on poursuit le programme, mais je vous laisse oui, réagir. parce que je pense qu'on peut aussi trouver des terrains d'entente et des terrains de communication commune. Moi, une de mes dernières publications, c'est sur la rééducation après ligamentoplastie de cheville, et où j'ai fait un travail avec les kinés du centre qui travaillent avec moi. Et alors là, on s'est adressé non pas à des petites techniques dont chacun a le secret, mais on a parlé d'isocinétique, on a parlé de myolux, et donc on s'est basé sur des éléments mesurables dont on a partagé les connaissances. Donc on peut aussi trouver, en toute transparence et en toute clarté, des éléments tangibles et mesurables. Vous avez anticipé sur la question que je souhaitais vous poser Voilà. à tous, parce que je voulais dire que c'est que derrière cette terminologie qui est un petit peu académique, élitiste, on voit qu'une société savante, elle mène des actions qui sont très concrètes, qu'elle fait avancer les connaissances scientifiques. Et je voulais justement, donc à travers les publications, et je voulais vous demander à chacun de nous donner un exemple de travaux menés par les sociétés savantes dans lesquelles vous êtes et qui ont justement fait avancer les connaissances. Donc là, je vais vous en donner un. Voilà, il y a un travail sur l'instabilité chronique de cheville. Oui. Avec la FCP, on a fait des travaux sur justement le démembrement des techniques chirurgicales dans la luxe valgus, celles qu'il faut garder et celles qu'il ne faut plus jamais voir, hein, parce que c'était encore malheureusement des traitements un peu chacun dans son coin, et où là on a fait le ménage en disant voilà, ça aujourd'hui il faut le retenir, ça il faut l'enlever. Pareil sur la luxe rigidus, donc il y a eu des tables rondes qui ont fait le point sur la question et qui ont dit voilà, les bonnes pratiques pour tel et tel domaine d'activité dans le pied et la cheville, c'est ça, et puis c'est pas autre chose. Voilà, et donc ça c'est... Est-ce que tous les deux, Eric, Flavio, vous avez en tête comme ça un exemple quelque part qui a marqué, qui a fait bouger les lignes d'une publication où on a dit non, maintenant il faut faire comme ça. Flavio, je vous vois hocher, vous avez un exemple? Oui, nous, on a eu un superbe exemple puisque dans la société savante de l'association francophone Mackenzie, quand j'étais président en 2015, on a mené une étude multicentrique avec différents cabinets. Et c'est l'intérêt aussi de ces sociétés savantes, c'est que ça permet d'agréger quelque part différents centres, différents cabinets, et donc de collecter des données en prospectif chez les patients. On avait pu établir une certaine classification des patients rachialgiques avec certains syndromes décrits par un kiné qui s'appelait Robin Mackenzie à l'époque. On a pu publier ça dans Kinésithérapie la Revue, qui est un peu notre journal de référence en France. Donc ça a été voilà, une étude quand même très intéressante puisque ça a impliqué des dizaines de kinés, avec en effet des choses objectivables, mesurables et qui servent à tout un chacun au quotidien. Docteur Eric Noël, vous aviez un petit exemple aussi à nous apporter? Oui, des exemples, il y en a beaucoup, mais je pense par exemple qu'on peut parler du problème de la capsulite rétractile dans le domaine de l'épaule, où chacun a sa façon de faire et que le seul moyen pour faire peut-être changer les idées, c'est pas de dire moi je fais comme ça et c'est moi qui ai raison, mais c'est de dire moi je fais comme ça, toi tu fais comme ça et l'autre il fait comme ça, et on compare ça. Et donc l'objectif et le but d'une société savante, c'est justement de monter des choses comme ça. C'est la même chose pour les épaules post-opératoires. Il y en a qui font que de la kiné, il y en a qui font pas du tout de kiné, puis il y en a qui en font un petit peu au bon moment. Et il faut que les patients, ils apprennent à se prendre en main, et il faut comprendre aussi que le rôle des kinés, il est un peu différent. C'est pas forcément toujours de toucher le patient, mais c'est aussi de l'accompagner, de le corriger, de le conseiller. Et ça, c'est des choses qui sont des messages à faire passer, qui sont le fruit de notre activité de tous les jours parce qu'on est des hyper spécialistes et qui ne sont pas forcément enseignés dans les écoles de kiné. Et on voit très bien qu'il y a des tas de choses qui sont enseignées dans les écoles de kiné ça coince un peu quand nous, après, on est en pratique. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la communication. Et la communication, c'est ce que Flavio il essaye de développer. Et la communication, si on ne peut pas se parler, au moins on communique entre nous.
Merci beaucoup. Et avant de conclure cette première partie, j'aurais souhaité aussi vous demander, docteur Tourné, un autre rôle important d'une société savante, elle est aussi politique, législative, pour peser sur les instances décisionnaires. C'est-à-dire que l'influence, elle n'est pas que scientifique, mais aussi politico-économique. Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions et comment ça fonctionne et finalement, quelle différence avec les syndicats? Alors, il est possible que je parle en mon nom et que ça ne sera pas forcément l'esprit de tous ceux qui sont en la direction de sociétés savantes, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans justement sa société savante avec son chapeau de magicien. On est une société scientifique, mais aussi qui traite des patients dans un environnement donné. Et donc, aujourd'hui, en chirurgie, par exemple, il y a des actes thérapeutiques qui sont oubliés, qui n'existent pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, peut-être en rhumatologie aussi. Et ces actes-là, on les fait tous les jours, on les fait beaucoup. Et comment on les cote? Il y a aussi des problèmes de remboursement, de prise en charge. Un exemple typique aujourd'hui, c'est la sécurité sociale rembourse les prothèses totales de cheville et ne rembourse pas les prothèses de reprise de cheville. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Donc il y a des exemples comme ça où les sociétés savantes, par le volume de patients opérés, par les rapports qu'elles font, peuvent, en faisant, bon, on en parlera à un moment donné, du lobbying aussi, ou essayer de faire du lobbying, mais positif. Non, pas trop, ça bien sera sûr, notre dernière mais parce que tout est mélangé en fait. Hein, c'est la vie, c'est tout un mélange. Hein, c'est pas. Mais et c'est vrai que ces éléments-là qui flirtent avec le coût de la santé, la politique de la santé, bah, c'est pas vraiment le rôle des sociétés savantes, parce que c'est plus le rôle des syndicats, mais quand même un peu, c'est aussi le rôle des sociétés savantes, parce que elles sont quand même sur le terrain, sur les pratiques, et elles savent quelles pratiques il faut défendre, quelles pratiques il faut promouvoir. Donc voilà, c'est important. Ça, c'est un sujet très intéressant. Bien sûr. La limite entre le rôle des sociétés savantes et ceux des syndicats. Parce bien sûr. La frontière, elle est un petit peu ténue. Elle est tout à fait ténue. Et elle est intéressante à définir. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première partie. Après avoir rappelé les définitions, le rôle, voire le pouvoir des sociétés savantes, nous allons nous intéresser à la puissance de la pluridisciplinarité. Le mot a déjà été lâché. Pour partager les savoirs et faire monter le niveau de connaissances, de compétences pour toute la filière. Alors, en particulier, à qui profitent les savoirs produits? Ne pourrait-il pas être davantage valorisé auprès des différents professionnels de santé concernés? Et on en parle dans notre seconde partie. Notre seconde partie, pluridisciplinarité et partage des savoirs. À qui profitent les sociétés savantes? Vous allez nous répondre. Alors d'abord, la question s'adresse à tous les deux, Dr Yves Tourné et Dr Éric Noël. Quelles sont les premières cibles? Les destinataires, les bénéficiaires des productions d'une société savante? Alors bien sûr, on a bien compris, il y a des membres, mais au-delà, ça dépasse les membres. Éric, peut-être? Noël. Alors, bien sûr que c'est très large comme diffusion et je voudrais revenir sur cette notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que dans la Société française de rhumatologie, il y a des rhumatologues, mais aujourd'hui et de plus en plus, nous rhumatologues, nous aimons faire venir des personnes d'autres spécialités, c'est-à-dire des chirurgiens orthopédistes, c'est-à-dire des kinésithérapeutes, pour échanger sur un sujet. Moi, dans le domaine qui me concerne, c'est l'épaule. Je ne peux pas concevoir qu'on s'occupe d'épaule tout seul dans son coin et qu'on soit capable de tout faire. Le kiné va apporter sa pierre à l'édifice, le médecin va apporter sa pierre diagnostique et thérapeutique, et le chirurgien, quand ça sera le moment d'intervenir, il va dire, voilà, c'est là qu'il faut le faire, et pas un autre moment. Et tout ça, si on met tout ça en musique, eh bien, on va arriver à des résultats intéressants. Et chacun va apprendre de l'autre, va le rapporter dans sa société, et ensuite, à la sortie, ça peut aboutir sur des recommandations, sur des choses très pratiques qui vont servir à la finalité, aux patients dont on s'occupe et dont on a la responsabilité. Donc, c'est du partage, c'est du collectif. Et pour moi, c'est vrai dans la vie de tous les jours, mais c'est encore plus vrai dans la médecine. Le collectif, c'est essentiel. S'il y a que des individualités, ben, ça ne peut pas marcher. Alors, dans le sport, c'est pareil. Hein. On connaît des exemples récents où les individualités ne suffisent pas à faire gagner. En l'occurrence, les individualités ne suffisent pas forcément à soigner des gens. Alors, Yves Tourné, il y a parmi les critères d'inclusion, il faut être médecin. Et pour autant, vous avez des places qui sont ouvertes à des membres associés. Alors, c'est vrai que je pense que la main tendue, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens
obséquieux qu'on peut avoir. Je pense que la main tendue pour justement aller vers l'interdisciplinarité est fondamentale. Avant de parler des places qu'on a, bon, on peut en parler effectivement dans les sociétés savantes, quelle que soit leur structuration, il y a des membres associés qui ne sont pas chirurgiens du pied ou chirurgiens orthopédiques, puisque c'est la première définition le critère dans le cahier des charges, mais qui vont avoir accès aux conférences, aux rapports, à la revue. Par contre, ils n'auront pas de pouvoir décisionnaire lors des assemblées générales, mais je dirais que ça c'est secondaire. Mais par contre, ils seront là pour écouter, pour délivrer la bonne parole quand ils auront la parole, et ça c'est fondamental. Mais je reviendrai aussi, au-delà de l'interdisciplinarité, d'abord, à quoi sert la société savante pour les membres de la société savante. Et aujourd'hui, il est dramatique de déplorer, je dis bien dramatique, que les Français, les chirurgiens français, ne s'engagent pas assez, n'adhèrent pas assez aux sociétés savantes. Aujourd'hui, la Société française de chirurgie du pied a moins de 300 membres. Il y a 3500 orthopédistes en France, il y a peut-être 600 ou 700 ou 800 orthopédistes qui sont identifiés clairement comme étant des chirurgiens du pied, et il y en a moins de 300 qui adhèrent, alors que les Allemands, ils sont 3000 chirurgiens du pied encartés, et les Belges, pareil. Alors, vous voulez réagir? J'aurais bien voulu quand même donner la parole à Flavio pour lui demander comment on peut élargir l'impact auprès des professions de santé quand même qui sont concernées, en particulier les kinés qui auraient tout à gagner. Alors, avant de donner la parole à Flavio, vous répondez après. J'ai juste une question pour Yves Tourné. Est-ce que le fait de ne pas aller dans les sociétés savantes, ça veut dire que certains ont peut-être peur de confronter leur pratique à la réalité et à la bonne conduite? Et merci donc de m'avoir posé cette question, parce que c'était un des éléments que je voulais aborder, et puis après je voulais pas déborder. Effectivement, aujourd'hui, les problèmes, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'innovations publiées, référencées, et il y a malheureusement beaucoup de nos collègues qui n'en bénéficient pas parce qu'ils ne viennent pas au congrès, ils ne lisent pas, et effectivement, ils peuvent passer toute leur vie de chirurgien avec ce qu'ils ont appris à l'université, et c'est, je trouve, dramatique pour la prise en charge des patients. Voilà, donc la réponse, c'est ça. Et donc, Flavio, on a envie de vous entendre réagir. Comment on élargit? J'en vois que le pas ce qui a été dit. C'est sûr que ça passe toujours par les publications de toute façon. La question est comment rendre cette publication accessible et diffusée au maximum. Ça, c'est toujours la question. Je pense qu'une des bonnes façons de vulgariser et d'attirer les gens, c'est par des expériences humaines aussi, parce que en lisant un papier, encore il est en français pour le coup, il n'est pas en anglais. La plupart du temps, les bons articles sont en anglais puisque c'est la langue internationale. Mais là, si on s'intéresse aux sociétés savantes, généralement c'est publié en français, donc nettement plus accessible, mais il est parfois difficile pour les gens de se figurer qu'est-ce qu'on doit faire. Il n'y a souvent pas d'images, ce sont des textes bruts, ce sont des graphiques, ce sont des tableaux. Donc c'est parfois difficile pour le clinicien qui a peu de connaissances scientifiques de s'approprier le matériel et puis de le mettre en pratique, de le mettre à l'œuvre. Vous savez que c'est souvent plus attirant de le voir présenté en conférence, notamment par les auteurs ou le groupe d'auteurs qui a contribué à ce travail. C'est un petit peu plus intéressant. Moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire de communication, encore une fois, sur, par exemple, les réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple, qui serait une belle plateforme pour présenter des résultats de sociétés savantes. Mais après, voilà, moi, je pense que c'est comme ça. Et puis, inviter, comme le disait le Dr Noël tout à l'heure, inviter des gens de différents horizons, de différentes professions, pour aussi qu'il y ait des communications interprofessionnelles, qu'il y ait des communications de rhumatologie dans un congrès de kinésithérapie, et inversement, et de chirurgie, etc. Et puis moi, j'ai la chance de collaborer de façon très étroite avec le docteur Philippe Collin, que Yves devait connaître, qui a quasiment 100 publications dans PubMed, qui collabore, qui est dans des congrès tout le temps quand on regarde son actualité, notamment à l'international. Et je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut valoriser, mettre de l'avant. Après, c'est toujours cet aspect communication quand on fait des choses pour attirer aussi les gens dans les sociétés. Parce qu'en effet, c'est anormal quelque part que l'on ait si peu d'engagement. Quand on s'inspire un petit peu, quand on regarde à l'étranger ce qui se passe, certains kinés ont plus de points, par exemple, s'ils se forment régulièrement, ou s'ils lisent de la littérature, ou s'ils sont abonnés à des revues. On pourrait tout à fait penser à un système un peu incitatif comme ça en France. Il existe. Sans parler de contraintes. Ça existe, mettre des carottes. Il y a des grosses contraintes en termes de formation continue.
Mais ça serait des choses qu'on pourrait imaginer pour à la fois motiver sans être coercitif. Mais ces points, effectivement, dont vous parlez, ils sont plus génériques, en tout cas pour les chirurgiens orthopédistes. C'est plutôt la société d'orthopédie en général, mais elles profitent moins aux sociétés de spécialité. Éric Noël, vous aviez envie de réagir en écoutant Flavio? J'ai 2 remarques à faire. La première, c'est que dans la formation des praticiens, qu'ils soient kinés, médecins ou chirurgiens, il y a une chose importante, c'est de savoir lire la littérature. Et il y en a beaucoup qui ne s'attellent pas à ça et qui donc, bien sûr, ils se retrouvent face à un article. Pour lire un article scientifique, il faut être formé pour ça. Et ça manque, je pense, dans beaucoup de formations. La deuxième remarque, c'est que les grandes revues ont pris aujourd'hui le pli, puisqu'on voit des revues comme Arthroscopy ou l'American Journal of Sports Medicine qui publient sur les réseaux sociaux des articles avec la synthèse de l'article et 3-4 slides qui disent exactement, qui transmettent le message. Et aujourd'hui, c'est fait par ces revues de très bon niveau. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer de cette communication, mais ça ne veut pas dire qu'il faut quand même il faut pas oublier d'apprendre à lire un article scientifique. Et justement, Flavio, donc on comprend bien qu'il faut quand même il y a un certain effort, ça ne tombe pas. En fait, on est quand même dans une société où tout doit venir facilement, où on est passif, alors que là, il y a une vraie démarche, comme d'aller lire un article qui est plus compliqué que de regarder une émission qu'on vous distille. Alors Flavio, comment un kiné qui est avant-gardiste, qui est à la pointe des technologies pour la prise en charge, l'évaluation des patients peut tirer profit des études et des publications qui émanent des sociétés savantes? Alors justement, est-ce qu'elles lui sont accessibles? Qu'est-ce qu'il peut en attendre? Qu'est-ce qu'il peut en attendre? Je pense qu'il peut en attendre une évolution de sa pratique, mais déjà il faut qu'il soit ouvert au changement, il faut qu'il soit ouvert à se pas boire un âne qui n'a pas soif. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel peut-être chez nous où on est un petit peu ancré dans notre routine, on a peut-être du mal à en sortir, on est gêné d'être challengé. Et je pense qu'il faut au contraire embrasser le changement pour aider au mieux les patients. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Moi, je pense qu'il faut mettre nos égos de côté, avec nos petites techniques qu'on a dans notre coin, essayer de se confronter à la réalité du terrain et de la recherche surtout, essayer de s'approprier ces données, mais pas de les appliquer de façon brute et un peu bête et directe, j'ai envie de dire, mais plutôt de se les approprier par rapport à sa pratique et de voir avec le patient qu'on a aujourd'hui dans les mains, qu'est-ce qu'on peut en tirer et quelle valeur cette recherche peut apporter sur la santé du patient. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est vraiment comment on s'approprie cette recherche, ces connaissances, et comment est-ce qu'on la traduit par plus de valeur pour les gens. Vos propos font beaucoup réagir le docteur Éric Noël, qui souhaite réagir. Oui. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement important et moi j'ai appris ça dans mon cursus grâce au professeur Henri Dejour d'une part et à Gilles Walch d'autre part, qui entre autres a été le maître de Philippe Collin dont on parlait tout à l'heure. C'est de dire qu'il vaut mieux, plutôt que de dire qu'on a raison sur tout, il vaut mieux regarder là où on a fait mauvais, là où on a des échecs, et d'analyser ces échecs pour se dire, voilà, là, ça n'a pas été bien, pourquoi? Et ça, c'est se remettre en question. Et donc, la confrontation aux autres et la remise en question, c'est 2 maîtres mots pour faire avancer le schmilblick et progresser. Et si je peux... Et à ce titre-là, Philippe Collin est particulièrement inspirant puisqu'il a fait des études qui sont allées à l'encontre de ce qu'il pensait initialement et ça a métamorphosé sa pratique et je le trouve, moi, d'une humilité et en même temps tellement inspirant sur ce côté-là. Tout ça pour le bien-être de ces malades, moi je trouve ça extraordinaire. Et je pense qu'il faut que on change de paradigme et qu'on arrive à le transmettre à toutes les professions de santé pour le bien-être des patients. Et je pense je vous laisse réagir rapidement et après il faut qu'on enchaîne. Deux mots qui sont importants, je pense, c'est avoir, comme vous parliez d'anglais tout à l'heure, il faut avoir l'open mind, parce que ça c'est important, et la curiosité. Et je pense que ça, c'est 2 qualités qu'on n'enseigne pas et qu'on ne nous demande pas de cultiver dans nos études. Et pourtant,
c'est la base de tout. Si on n'a pas la curiosité, on n'est pas un bon praticien, médecin, chirurgien ou kiné. Mais Yves, vous ne croyez pas que ça, c'est propre à l'homme? C'est propre à l'homme, c'est on l'a, on l'a pas. Après, il y en a qui l'auront jamais, et on aura beau vouloir leur apprendre, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, comme le disait Nathalie tout à l'heure. Je ne l'ai pas inventé, mais j'aime bien. Et pourtant, on a passé à ce moment-là la fourche codine du numerus clausus. Donc, est-ce que nos examens sont si discriminants que cela? J'avais une question que normalement je voulais vous poser dans la troisième partie, mais qui tombe à point nommé ici, parce qu'il y a un point qui est très important pour vous, c'est de publier aussi les résultats négatifs. Et alors, on anticipe sur la partie d'après, mais pourquoi une société savante, elle a la liberté de faire ça et doit le faire, contrairement aux industriels qui peut-être vont être tentés de publier que les résultats qui vont être en leur faveur? Alors, pour le dire comme ça. Vous savez, il y a des gens aussi qui partent sur une idée, leur idée, et puis finalement les résultats ne sont pas ce qu'ils pensaient, et ben ils ne publient pas. C'est pas que l'industrie, hein, c'est aussi. Oui. Moi, je connais des chirurgiens qui ont 100% de bons résultats. C'est pas très crédible. On est bien d'accord. Ça n'est plus crédible. Non, ça n'est plus crédible, et pourtant ça se voit encore sous nos tropiques. Mais voilà, ça c'est des remarques tout à fait, c'est un point de vue personnel, mais je ne dis pas que j'ai raison, mais je ne suis pas loin d'avoir raison. Alors, les publications scientifiques et la reconnaissance par les pairs est à l'entière faveur des sociétés savantes de référence qui peuvent alors œuvrer pour la valorisation des savoirs, des savoir-faire dans les cabinets. Leur éthique doit être irréprochable, impartialité, neutralité. Pour autant, est-il possible de s'affranchir de tout conflit, ou plutôt de tout lien d'intérêt? Et c'est l'objet de notre troisième volet. On en parle juste après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Pour notre troisième et dernière partie, éthique des sociétés savantes et liens d'intérêt. Question à tous. Je viens d'évoquer un terme qui fait les choux gras des journaux, les conflits d'intérêts, les fameux conflits d'intérêts. Alors systématiquement, on demande aux professionnels de santé quels sont leurs liens, leurs conflits d'intérêts, ce qui sont quand même deux choses bien différentes. Et justement, quelle est la différence? Et je crois que Flavio a envie de répondre à cette question. Oui, je crois qu'il faut distinguer conflit d'intérêt et lien d'intérêt, parce que des fois, on peut avoir des liens d'intérêt avec certaines structures qui ne sont pas directement et faire de la recherche à côté, sans avoir forcément un conflit d'intérêt au sens où notre lien commercial est directement affecté par notre recherche et inversement. Je pense qu'il peut y avoir des choses assez distinctes et sans trop de connivence, vous voyez, sans trop de lien entre elles. Donc, je pense qu'il faut quand même distinguer un réel conflit d'intérêt. Par exemple, si on prend un exemple médical, on fait une recherche sur un médicament et on travaille dans le laboratoire qui vend ce médicament, à l'évidence, il y a un conflit d'intérêt. Après, si on fait de la recherche sur un médicament et qu'on est en lien avec, par exemple, une société qui vend des orthèses, je vois ici un lien d'intérêt qui doit être déclaré de toute façon, mais il n'y a pas forcément de conflit par rapport à ça. En tout cas, moi, je pense que voilà, tant que c'est déclaré, ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise recherche, ça veut juste dire que c'est une recherche qui demande à être répliquée par un groupe indépendant. Mais après, voilà, je pense qu'une fois que c'est déclaré, je veux dire, les gens ont le droit d'avoir des activités aussi diverses. Moi, tant que c'est clair sur le papier, il n'y a pas de limite pour moi. Alors, Éric Noël, parfois une déclaration d'intérêt peut aussi être à double tranchant. Alors, c'est de l'honnêteté intellectuelle de le faire, mais tout le monde le fait-il réellement et y a-t-il des sanctions? Alors, tout le monde ne le fait pas puisque c'est déclaratif.
Je voudrais insister sur 3 points. Le premier, le conflit d'intérêts, je trouve que c'est stigmatisant. C'est comme Dans le terme conflit. Oui, c'est comme la présomption d'innocence, quoi. Je veux dire, il faut au moins donner ce crédit aux médecins. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aller partout où vous voulez en France ou à l'étranger, vous ne trouverez aucun praticien qui a de l'expérience et de la connaissance qui n'a pas à un moment donné travaillé avec des structures, avec des laboratoires, avec de l'industrie, puisque de toute façon, pour faire une étude digne de ce nom, il faut de l'argent. D'accord ? Donc, soit on Puis accessoirement, le matériel que vous testez. Voilà, exactement. Donc, c'est pas possible, si on a une certaine expérience et une crédibilité, ne pas avoir de lien d'intérêt. C'est pour ça que j'aime mieux ce terme-là. Et puis, le troisième, c'est que qu'on ait des liens d'intérêt ou pas, c'est lié à l'homme. Il y a des hommes qui sont honnêtes, il y a des hommes qui sont malhonnêtes. Bon, de toute façon, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si vous avez des liens d'intérêt et que vous êtes malhonnête, c'est pas bien. Si vous avez des liens d'intérêt et que vous êtes honnête, je vois pas en quoi c'est répréhensible. Et ça, c'est le propre de l'homme, mais ça, on ne pourra pas le changer. C'est comme ça. Tout à fait. Docteur Yves Tourné, alors une société savante, elle doit rester, elle garante de ce qui doit se faire, car scientifiquement prouvé. Oui. Garante des bonnes pratiques, c'est un petit peu comme les bonnes pratiques de laboratoire, les DPL. Alors, j'aimerais aussi, en répondant, profiter pour nous préciser ce qu'est l'impact factor des publications par rapport au niveau des... En gros, l'impact factor, c'est les points que va obtenir une revue, parce que les articles qui sont publiés dans la littérature vont la citer plus que d'autres, et donc ça va un petit peu faire grandir la reconnaissance de telle revue par rapport à d'autres revues. Par exemple, la Foot and Ankle Surgery, qui est la revue de la Société du pied européenne, elle a un impact factor de 2,7, et l'impact factor de la Société de la Foot and Ankle International, qui est la revue américaine, elle a un impact factor de 3,5. Bon, voilà, donc ça grade un petit peu l'impact sur la science que peut avoir une revue qui elle-même est affiliée à une société savante. Ça, c'était la deuxième partie de ma question, mais Oui. du coup, la première, mais je vous en ai posé deux en même temps. C'est Oui. Donc, elle doit rester garante de ce qui est scientifiquement prouvé. Bien sûr. Et après, pour rebondir sur ce que disait Éric Noël, je pense que les liens d'intérêt, c'est aussi parce que le médecin qui a des liens d'intérêt suscite de l'intérêt aussi. Et c'est pour ça qu'on va... Et ça rejoint l'expérience et la notoriété. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça doit rester des éléments nobles. Voilà, donc ça, c'est important. Après, l'indépendance, à partir du moment où une société savante a une revue scientifique, cette revue scientifique, des gens vont publier dedans, ils vont publier en leur nom, il y a un comité de revue, il y a des peer review, comité de pairs, et qui va donc faire la sélection et qui va très vite voir quelle est la publication qui sent à planer le conflit d'intérêt et celle qui va ne révéler qu'un lien d'intérêt et qui a donc de l'intérêt. Alors, on a un autre terme populaire avec une connotation négative, on l'a déjà évoqué, c'est le lobbying. Or, il y a un lobbying positif qui justement peut être poussé par les sociétés savantes. Alors, merci de nous expliquer comment. On a déjà un petit peu répondu. Oui, c'est-à-dire que la société savante peut sortir, en tout cas selon les directoires qu'elle a, doit parfois sortir de son précaré et aller au-devant de problèmes plus importants de santé publique pour justement essayer d'influer le législateur, en tout cas celui qui est en passe de faire les lois, pour justement améliorer la prise en charge des patients. Et je pense que ça, c'est l'intérêt du bon lobbying. Vous êtes d'accord ? Oui, juste une remarque, c'est que j'en fais un peu trop peut-être, le lobbying, pour faire du bon lobbying, il faut faire que ça. Et quand on est un bon chirurgien, un bon médecin, il faut faire que ça. Donc on voit bien dans la politique, on a des exemples de gens qui sont devenus des très bons politiques et des ministres, mais qui sont complètement déconnectés du terrain et de la réalité. Et donc c'est pour ça que dans les sociétés savantes, il faut aussi qu'il y ait des gens à l'intérieur de la société qui soient capables de faire du lobbying, d'avoir les bons contacts, etc. Et c'est ça qui va faire progresser une société savante. Merci beaucoup. Le temps passe vraiment trop vite. J'aurai encore 1000 questions à vous poser à tous les trois. On sera obligé de réorganiser un débat. Je vais vous laisser une petite minute à chacun pour nous faire passer votre message final, votre mot de conclusion. Je commence avec vous, Flavio. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne ? Moi, j'aimerais souligner ce qu'a dit Dr Yves Tourné sur susciter la curiosité des gens, essayer d'attirer, de cultiver un petit peu cet esprit de
voilà, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer de se documenter toujours, d'apprendre toujours des uns des autres, des différentes professions. Essayer de cultiver ça, je pense, pour s'épanouir professionnellement, c'est essentiel. Et puis pour aider toujours au mieux ses patients. Donc voilà. Yves Tornet, votre mot de conclusion? Moi, je dirais que oui, je repartirai sur ce que j'ai dit au début. Je préfère qu'on parle de sociétés scientifiques qui doivent être des lieux d'échange et de partage et d'élévation du niveau des connaissances, parce que c'est ça qui est important, c'est toujours élever ses connaissances, donc sa pratique, et au final d'améliorer la prise en charge des patients. Et moi, je dirais, le message final, c'est adhérer à ces sociétés, parce que vous améliorerez la qualité de vie de nos patients. Vous nous disiez en préparant l'émission, en fait, on a besoin de bien sûr, on a besoin de bien tout sûr, le monde bien sûr, pour enrichir. Bien sûr. Docteur Éric Noël. Oui, parce que le fait d'adhérer, c'est participer à la diffusion des messages. Donc, c'est aussi la communication. Donc, il y a différentes façons de communiquer, des façons très modernes. Puis, il y a quand même le bouche à oreille, le téléphone arabe qui fonctionne pas mal aussi. Et ça restera toujours. Et donc, il faut adhérer, c'est-à-dire cotiser pour que ces sociétés puissent grossir, prendre du poids, etc. Il ne suffit pas mais aussi adhérer, mais il faut aller aussi au congrès, parce que avec le Covid, on a eu beaucoup de gens qui font maintenant plus de présentiel, et c'est dommage, parce qu'il y a l'échange face-face qu'on a eu aujourd'hui tous les trois, et qui a permis de mettre en évidence qu'un médecin, un chirurgien et un kiné peuvent parler ensemble, et puis construire des choses par leur communication. Donc, moi, j'ai été très content d'être là ce soir. Eh ben, merci beaucoup. Et au nom de toute l'équipe de Medscore qui vous propose ces débats, je tiens à vous remercier très chaleureusement tous les trois pour votre participation active, constructive, collaborative. Bien sûr, on remercie également les équipes d'Ouvrez l'œil qui nous assurent la production, bien sûr, de Medscore, notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Et nous vous donnons rendez-vous donc dans 15 jours, ce sera le 11 avril, pour un nouveau mardi de la santé UNIM Medscore sur le thème de la motivation et de l'éducation thérapeutique, les clés d'apprentissage du patient. Mais votre soirée n'est pas tout à fait terminée, puisque vous avez à présent rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est proposé et que Aude vous présente. Oui, alors Nathalie, comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler de l'assurance emprunteur et de l'importance de bien choisir son assurance emprunteur. C'est souvent un sujet sur lequel on ne s'attarde pas suffisamment. Or, lorsqu'on est kinésithérapeute, on a besoin d'une assurance qui est spécifique pour les kinésithérapeutes, qui va prendre en compte les conditions d'exercice de votre profession. Et puis, on fera également un focus lors de cet atelier qui dure 10 minutes sur la loi Lemoine, qui est une nouvelle possibilité que vous offre le législateur pour aller justement renégocier ces contrats que vous auriez pu souscrire par le passé. Merci Aude et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Bonne soirée. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.